chaque fois, en tant que dessinateur, même si je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants dans la salle, c'est que je suis malheureusement quelqu'un qui a été obligé de faire mes vraies études prolongées avec le journal, parce que je les ai un peu ratées, mes études. Et donc tout ce que je n'ai pas appris à l'école, c'est grâce au boulot de dessinateur de presse qu'on a prolongé mon enseignement qui était un petit peu au départ. Et donc on est tous ensemble à essayer de raconter à chaque fois des thèmes, et je suis content de voir des gens du Clémy avec lesquels nous avons l'habitude de travailler régulièrement, parce qu'il y a vraiment un vrai besoin d'éducation à l'image, parce qu'on voit bien que pour les jeunes aujourd'hui, et puis pour les adultes, on est baigné de 1000 images chaque jour, sur les réseaux sociaux, sur la télévision, sur le web, et en fait on s'aperçoit qu'on n'a pas vraiment une vraie éducation à l'image. Qu'est-ce qu'une image qui endort? Qu'est-ce qu'une image qui dérange? Qu'est-ce qu'une image qui peut être considérée comme humiliante ou blasphématoire? C'est la raison pour laquelle, vous savez, quand en 2006, il y avait eu 50 morts au Pakistan. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de musulmans qui avaient pensé que des dessinateurs danois à Copenhague avaient osé faire des dessins du prophète. Et donc du coup, dans tout le monde entier, il y a eu des manifestations dans le monde entier pour essayer de faire des pressions auprès des Danois pour leur dire il ne faut pas dessiner le portrait du prophète. Et c'est là que, avec Kofi Annan, quand il était secrétaire général de l'ONU, on s'est dit tiens, on pourrait peut-être réunir des dessinateurs du monde entier pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'une image qui dérange, qu'est-ce qu'une image qui peut être considérée comme un blasphème, à tort ou à raison. Je pense que les gens qui ont manifesté contre les Danois se trompaient parce qu'ils pensaient que les Danois voulaient les humilier, ce n'était pas du tout ça. Mais justement, essayons d'éduquer, de nous éduquer, et nous-mêmes, en tant que dessinateurs, de savoir jusqu'où on peut aller quand on fait des dessins. Et c'est pour ça qu'on a créé cette association qui s'appelle Dessin pour la paix, Cartooning for Peace, pour essayer de faire des ponts entre les cultures, entre les régions, entre les religions, et puis apprendre. Alors là, justement, ici, on a fait beaucoup de choses sur les énergies, mais il y a 2 mois, on était avec Isis, avec Alice, avec Claire, avec Laurence, toute l'équipe et puis Juliette, toute l'équipe de Cartooning for Peace et Maïté. On était tous à Tunis pour essayer de comprendre, par exemple, les révoltes du monde arabe. Et on n'arrête pas de parcourir un petit peu la planète pour essayer de faire des ponts entre les dessinateurs pour raconter l'essentiel de ce qui vous fait vibrer. Vous avez des opinions, des prises de position, vous avez des colères. Et bien les colères ou des gestes de croisement d'opinions, tout simplement, eh bien nous savons les traduire. Et ce qui fait que pendant qu'on va échanger, vous allez voir des dessins qui vont être faits spontanément. Et s'il y en a une ou un qui a envie d'avoir un portrait particulier, si vous avez un moment, vous essayez de voir auprès des dessinateurs, vous allez voir en l'espace de 2 secondes, ils vont vous faire, s'ils ont le temps, hein, un petit, ou si vous faites un petit, vous levez un doigt et puis vous avez envie de vous exprimer, ça se trouve, il y en a 5 là, qui vont vous dessiner tout de suite. Et puis c'est drôle parce que les dessinateurs, ils voient des choses que les autres ne voient pas. C'est très intéressant, le langage du dessin, c'est qu'on peut traduire des choses invisibles. Alors je vous présente, puis après, c'est mon ami Damien, en fait c'est tous mes amis, mais bon, c'est mon... Alors, il vient de Ouagadougou, ça ne se voit pas beaucoup. Alors justement, je précise en général, vous savez, j'ai un ami, il est à Ouagadougou, mais je vous précise, il est blanc. Ah bon, alors ça change. Parce que tout de suite, il y a les clichés, évidemment, c'est normal. Mais lui, ça fait 35 ans qu'il est au Burkina Faso. Et donc, il a créé un journal qui s'appelle le Journal de Judy. Et il anime beaucoup de choses dans toute cette partie-là de l'Afrique. Et d'ailleurs, quand nous, à Cartooning for Peace, on a besoin de dessins sur cette partie de l'Afrique, eh ben, il est un peu heureusement qu'il est là, parce qu'il coordonne un peu tous les dessins de cette partie de l'Afrique.
nous avons Cécile Bertrand, elle arrive de Liège en Belgique et elle travaille pour la Libre Belgique, qui est un journal belge édité à Bruxelles. Et elle dessine une petite série dans ce journal belge qui s'appelle Les Poux, P-O-U-X. Et si vous avez envie de lui demander pourquoi... Alors, regardez, elle se gratte en plus. Donc, les poux dans la tête, hop. Et puis, Christina, elle arrive de Lisbonne au Portugal. Et vous allez voir, elle vous racontera pourquoi elle a fait des tas de dessins sur les énergies pour même un journal autrichien. C'est-à-dire que les dessinateurs, grâce au web, grâce à Internet, on peut faire des dessins. Tu es déjà allé en Autriche, de toute façon. Oui, oui, bien sûr. À Graz, il y a un journal qui s'appelle le Kleine Zeitung et qui a commandé. Elle vous racontera. Bolligan, il arrive. Et il y a Isis qui est là de Cartooning for Peace. Heureusement qu'elle est là parce qu'on est plusieurs. Enfin, moi, je ne sais pas du tout parler espagnol. Mais comme il arrive de Cuba et de Mexique, heureusement, il y a Isis qui est là pour... elle travaille avec nous dans le bureau, au journal Le Monde. On a 2 bureaux. Et Isis travaille pour nous énormément avec Claire, avec Juliette, avec Laurence, avec Alice, pour essayer de coordonner toutes ces énergies et ces passions du dessin de presse. Et lui, il vous racontera, il dépense beaucoup d'énergie, puisqu'on est au Creusot, mais beaucoup d'énergie pour ne pas se laisser manger par les narcotrafiquants au Mexique, parce que c'est pas simple de faire des dessins au Mexique. Et puis je vois une petite dessinatrice qui est là. Voilà, je crois que je vous ai... Ah, c'est gentil, non, merci. Je vous ai présenté tout le monde. Et maintenant, c'est Damien qui va vous parler animer avec vous. Et surtout, tout est spontané ici. Franchement, on est complètement... C'est tellement spontané qu'il y a des fois le matin, quand je dois faire mon dessin pour le journal, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, du tout. Et il y a un moment, il faut le dire, il faut se mouiller, il faut se... Donc, soyez le plus spontané possible. Eux, ils travaillent dans la spontanéité totale. Et donc, pendant que Damien parle, peut-être qu'on pourra montrer des dessins des dessinateurs. Voilà. Il y en a déjà un là. Oui, parce que je fais des petites souris, alors donc... Bonjour, vous m'entendez bien? Voilà. Moi j'ai un fils qui est au lycée et quand on lui parle de dessin de presse à l'école, ça l'emmerde prodigieusement. Sans doute par révolte par rapport à son papa. J'espère que ça ne va pas vous saouler. C'est pour ça, Plantu a dit que ça allait être très informel et j'espère que ça va être très interactif. On vous a présenté les dessinateurs qui étaient là. Les dessinateurs en général dessinent parce qu'ils n'aiment pas beaucoup parler, mais on va essayer de les faire parler aussi. Et puis ça peut être vraiment très interactif, c'est-à-dire dès que vous avez des questions à poser, soit peut-être que vous avez préparé des choses sur le thème de l'énergie ou pas, soit que vous voulez réagir très spontanément à un dessin, vous pouvez évidemment intervenir à tout moment. Et je dirais même que si certains d'entre vous ont envie de faire des dessins, on peut aussi les montrer. Hein. Donc on essaie de se rapprocher les uns des autres. Donc on vous a parlé un petit peu de l'association. Vous avez quelques membres de l'association ici. L'association aujourd'hui regroupe plus d'une centaine de dessinateurs et tous les continents sont représentés. Et évidemment, les dessinateurs ont des expériences extrêmement différentes de par les contextes politiques, de par les situations économiques, les conditions de travail. Et, les questions d'énergie aussi sont vécues de façon très, très différente. Donc moi, je vis au Burkina Faso. Quand je suis arrivé là-bas, donc il y a un peu plus de 25 ans, c'était un état d'exception révolutionnaire où il n'y avait pas de liberté d'expression. Donc la presse est née très récemment par rapport à ce qu'on peut voir ici en France. Donc il y a des pays où c'est encore quelque chose qu'il faut gagner et avec des sujets qui sont encore un peu sensibles. On a créé un journal donc, qui s'appelle Gigi, le journal du jeudi, qui est un hebdomadaire, puisque c'est un peu la mascotte de notre pays. Je ne sais pas si vous voyez où est le Burkina, c'est un pays enclavé. Vous avez beaucoup entendu parler du Mali, donc on est au voisin du Mali, donc au pied du Sahara. Et donc un pays qui est considéré par le programme des Nations Unies pour le développement comme un des 5 pays les plus pauvres de la planète. Donc les questions d'énergie aussi nous sont des questions très sensibles, pas forcément en tant que sujet, mais dans la vie quotidienne. Voilà, c'est à peu près ça. Dans la vie quotidienne, on est un pays donc très sec, au bord du désert, ce qui veut dire que du mois de, on va dire d'octobre jusqu'au mois de juin, on n'a pas une seule goutte de pluie.
Et on a des températures qui dépassent parfois les 45 degrés, donc ce qui veut dire que les barrages sont très vite épuisés et que la production d'électricité est souvent très compliquée. On a eu des problèmes avec la Côte d'Ivoire aussi, vous avez dû suivre aussi il y a 2 ou 3 ans avec le président Gbagbo qui nous fournissait de l'électricité. Donc il arrive très souvent au mois de mars ou au mois d'avril qu'on n'ait pas d'électricité pendant peut-être 10 heures dans la journée. Il pose évidemment un problème. Quand il fait 45 degrés, pas d'électricité, ça veut dire pas de ventilateur. Ça veut dire que les turbines qui font fonctionner l'eau courante n'arrivent plus à faire venir l'eau, donc on ne peut pas se doucher, on ne peut pas se ventiler. Et surtout pour un dessinateur, on ne peut pas travailler. On ne peut pas avoir accès à Internet. Et moi par exemple qui travaille beaucoup avec l'étranger, ça veut dire que des fois pendant 10 heures c'est le blackout. Donc pour vous dire que les questions d'énergie peuvent paraître comme un peu secondaires dans certains pays où l'énergie est abondante, où la question du courant électrique ne se pose pratiquement jamais, même si Cécile m'a parlé tout à l'heure d'une longue coupure d'électricité qu'il y avait eu aussi chez elle. Mais c'est pour dire que ce sont des questions vraiment cruciales qui sont liées notamment à l'eau. Et dans les pays comme celui où je vis, c'est une question aussi très, très importante. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé du dessin de presse en classe. Je ne sais pas si vous avez préparé des choses. Je crois que depuis quelques années, c'est vrai, le dessin est de plus en plus présent dans les manuels. J'espère que ça ne vous dégoûte pas du dessin de presse, que ça ne devient pas quelque chose de scolaire, mais notamment dans les livres d'histoire, d'éducation civique, on voit beaucoup de dessins. Donc, je ne sais pas si vous avez préparé certaines choses, si vous auriez des questions. Oui. Que chez toi, il y avait plus d'électricité par manque d'eau. Parce qu'il y avait trop de neige. Beaucoup trop de neige. Pourquoi? Donc explique. Eh bien, alors les arbres tombent sur les fils électriques et ça coupe l'électricité et ça a duré une semaine. Donc dans un petit village en Belgique. Trop d'eau ou pas assez d'eau, c'est 2 problèmes qui finissent par se rejoindre, en tout cas qui deviennent des complications. Est-ce que quelqu'un d'autre a une expérience par rapport à... Après, évidemment, il y a le problème technique de l'électricité qu'on peut avoir ou ne pas avoir. Et nos métiers aujourd'hui sont très liés, évidemment, notamment à l'électricité, l'envoi par Internet, le fait d'aller chercher des informations sur Internet. Et éventuellement, les questions d'énergie peuvent devenir, je pense que dans l'exposition, vous avez des dessins en rapport avec cet aspect des choses, peuvent devenir aussi des sujets tabous en tant que tels sur le plan idéologique, notamment la question du nucléaire. Donc vous avez évidemment dans le paysage politique français des positionnements très différents par rapport à l'énergie nucléaire. Faut-il développer? Faut-il se retirer du nucléaire? Avec aussi les problèmes qu'on peut voir dans certains pays liés à des accidents, comme vous aviez vu Fukushima. Donc il nous arrive, en tant que dessinateur, de subir les difficultés de l'énergie et il nous arrive aussi de traiter les questions de l'énergie. Est-ce que quelqu'un aurait des questions à poser? Oui, Cécile? Oui, pour en revenir avec cette histoire de coupure d'électricité, chez nous, par exemple, tous ceux qui avaient un surgélateur plein ont perdu tout ce qu'ils avaient mis de côté. Donc, c'est quand même une perte assez énorme. Il se fait qu'à cette époque-là, moi j'habite une toute petite ruelle qui a été épargnée. Et donc, tout le monde venait chez moi recharger son GSM, faire chauffer les biberons, parce qu'il y avait quand même des enfants. Je faisais du thé pour tout le monde. Et dans un sens, ça a très fort soudé le village. Donc, ça a son beau côté, ces surprises-là. Beaucoup d'aspects dans les questions d'énergie, même sur le plan politique, il y a beaucoup d'aspects. Donc au Burkina Faso, on est voisin d'un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, où il y a eu une crise aussi il y a quelques années, en 2002, et le Burkina est en partie approvisionné par de l'électricité ivoirienne. Et lorsqu'il y avait la crise, que le président Gbagbo, battu aux élections, refusait de quitter le pouvoir, il accusait le Burkina d'avoir préparé les rebelles. Et donc, quand il était très fâché, il coupait l'électricité au niveau de la Côte d'Ivoire et l'électricité aussi n'arrivait plus au Burkina. Donc ça aussi, c'est une application de la politique directement dans les questions électriques. Auriez-vous des questions? Oui. Je voulais vous dire bonjour à tous et merci d'être là. Donc, je voulais aussi présenter la salle. Ici, on est composé donc pour moitié d'enseignants qui aujourd'hui sont là, viennent de toute l'académie, sont là parce que donc le CLEMI de l'académie de Dijon a organisé
un stage suite à le partenariat établi avec l'ARC, puisqu'on a su que vous veniez. Donc on a créé un stage qui s'appelle donc le dessin de presse. Donc ce matin, avec une trentaine de collègues, on a travaillé sur comment pédagogiquement analyser le dessin de presse. On a refait un petit historique de la caricature du Moyen-Âge au dessin de presse d'aujourd'hui. On a regardé un petit peu vos dessins, les figures de style utilisées, etc. Et puis la salle, elle est composée aussi d'élèves de lycée et de l'IUT. Donc on a une classe de terminale ES. Vous levez la main, les terminales ES? Voilà. On a des secondes qui sont arrivées avec une collègue de lettres. La classe de seconde, elle est où? Il y en a deux, une, deux. Et puis on a des élèves de l'IUT, du Creusot, qui sont partenaires aussi du projet. Les Tech de Co. Non? Ils sont là, les Tech de Co, voilà. Et puis donc les adultes, on ne va pas lever la main. Donc on a préparé des questions. Je pense aussi que les élèves ont préparé des questions. Et puis on a la petite équipe du Clémy qui est là aussi, les techniciens qui filment, etc. Voilà, c'est pour se présenter. Et moi je vais, parce que c'est toujours la première question qui est difficile, vous demander, cette association que vous avez créée en 2006, au départ vous n'étiez pas très nombreux. Comment après les dessinateurs des autres pays, est-ce qu'ils vous appellent pour dire on voudrait faire partie de votre association? C'est vous qui allez les chercher? Comment ça s'organise? Je pense que Jean Plantu est peut-être le mieux placé. Il y a eu d'abord donc une invitation de Kofi Annan. Donc peut-être, je ne sais pas, vous avez donc observé un peu l'histoire de la caricature. C'est une longue histoire très intéressante. La caricature peut être à la fois un outil extraordinaire. Je ne veux pas parler du Burkina tout le temps, mais c'est vrai que dans mon pays, la majorité de la population est analphabète, ne sait pas lire. Donc un dessin, c'est évidemment un outil qui permet de faire passer des messages de façon très forte. Mais vous avez dû voir aussi qu'à certaines époques, les caricatures sont mal utilisées. Et donc dans les années récentes, il y a eu l'affaire des caricatures de Mahomet, le prophète de l'islam. Je ne sais pas si on vous en a parlé. Notamment une série qui avait été faite au Danemark, où on avait non seulement dessiné le prophète, ce qui théoriquement, même si c'est discutable, ne devrait pas être représenté. Et en plus, la façon dont les dessins avaient été faits, la mise en scène, on avait dessiné un Mahomet avec un turban en forme de bombe pour, disons, dire qu'il y avait un lien entre la violence, le terrorisme et l'islam. Donc ces dessins avaient créé un petit séisme, et ça a été, dans notre métier, vraiment une année un peu charnière. Il y a eu une sorte de choc, où on a senti que les dessinateurs pourraient être un petit peu mal compris à partir de cette date. Et donc au niveau de l'ONU, Kofi Annan était à l'époque secrétaire général des Nations Unies. Et il a demandé à Plantu d'organiser une petite rencontre. Donc ce n'était pas encore l'association, donc c'était un atelier, donc en 2006, qui réunissait, je pense, une dizaine de dessinateurs, qui avaient été choisis sur quelle base? Tous les coins du monde et toutes les religions. Voilà, tous les coins du monde et toutes les religions. Oui, parce que c'est important toujours de bien préciser que je crois qu'il y a, je crois que ça, vous m'entendez, ça va? Je crois que c'est important à chaque fois de dire à quel point on est ensemble avec des chrétiens, des juifs, des musulmans, des agnostiques. On a même un bouddhiste avec le japonais. On a même un mormon, exactement, qui est à Madagascar. Et je trouve ça très passionnant de pouvoir dire, voilà, on essaye de parler de toutes les formes de pouvoir, de dénoncer les pouvoirs, de se moquer des intolérances, de se moquer des intolérances religieuses qui font partie d'une toute petite partie de toutes les religions, et puis de faire en sorte qu'on puisse comprendre qu'on n'est pas là pour humilier inutilement les croyants, parce que ça, c'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est de se moquer du terrestre et de tout ce qui fait les pouvoirs politiques et autres, ou pouvoirs. Je pose souvent la question à mon ami Boligan, qui a quitté Cuba, mais qui maintenant travaille au Mexique, et je lui disais à chaque fois, alors c'est comment de dessiner quand tu as des narcotrafiquants qui tuent régulièrement des journalistes. Il y a le nombre de journalistes tués à cause des narcotrafiquants au Mexique, c'est pas croyable. On n'en parle pas ici, mais je veux dire que nous, on serait en guerre civile si on vivait ce qu'il vit. Donc il vient d'une poudrière qui s'appelle le Mexique, qui est un pays passionnant, magnifique, mais les pouvoirs qu'il faut dénoncer et qu'il peut dénoncer, et voilà, c'est pas toujours simple
dans certains endroits ou de dénoncer les dérives antidémocratiques. C'est eux qui ont fait la demande de venir à votre association? Alors ça s'est fait vraiment d'abord parce que je les connais, j'ai la chance de travailler au Monde et ça fait plus de 30 ans, 35 ans que j'arrête pas de me balader un peu partout et donc je les connais, nous Damien, on se connaît depuis longtemps et donc à chaque fois, bon, ça s'est fait naturellement et ce qui est important c'est qu'il s'agit bien à chaque fois qu'on essaye de dialoguer, de correspondre entre nous et grâce à Damien, il nous met en contact avec des dessinateurs d'Afrique noire et je lui dis des fois, dis donc, raconte-moi qu'est-ce qu'il a fait là, le gars en Centrafrique, raconte-moi un peu le contexte parce que des fois je ne suis pas au courant et c'est Damien qui nous sert d'éléments pour bien comprendre. Et alors après, c'est Damien ou un autre dessinateur, l'autre jour c'était Tembo Cash qui est passé à France Info, qui viennent témoigner sur France Info ou à France 24. Ce soir, ce sera Alice qui parlera à France 24. À chaque fois, on a des dessinateurs de toutes les régions et religions qui viennent raconter la liberté d'expression spontanément. Et puisqu'on est en France, on peut faire aussi un petit clin d'œil à un journal qui s'appelle Courrier International, que vous connaissez peut-être, qui reprend le meilleur de la presse mondiale. Et c'est vrai qu'il y a une partie du noyau de Cartooning for Peace qui sont des gens qui se connaissaient depuis longtemps, bien avant, parce qu'ils étaient repris. Je pense qu'on est tous plus ou moins repris régulièrement dans Courrier International. Et il y avait eu des expositions avant même la naissance de Cartooning for Peace. Donc c'est aussi un journal que je vous invite à suivre. C'est un journal de très grande qualité et qui fait une grande place au dessin de presse. Et qui a besoin de soutien. Il a en plus besoin de soutien parce qu'actuellement il a quelques difficultés, on va dire d'ordre économique. Je ne connais pas le fond de l'affaire, mais il y a quelques emplois qui sont menacés. Donc plus on le lira, plus son audience sera large et plus ce sera une bonne chose. Pour la presse aussi en général, nous on est aussi dans des métiers où on est confronté à la question de la presse écrite et son rapport avec la presse internet. Au niveau de Cartooning for Peace, on essaie de s'ouvrir à des formes de dessin techniquement qui sont assez différentes, notamment de l'animation. Il y a une école qui s'appelle les Gobelins à Paris qui fait du dessin animé et qui reprend certains des dessins et qui les anime. Donc ça, c'est propice à pénétrer de façon très intelligente dans le domaine du web, sachant que la rentabilité de la presse sur le web est parfois aussi un petit peu en question. Donc on est un peu dans une période de mutation et l'association essaie de s'adapter à tout ça et de développer un peu. Vous voyez qu'on parle même, comme Plantu l'a dit tout à l'heure, de dessin à la radio. Dessin à la radio, il fallait y penser, mais on peut en parler. Et moi, je travaille pour Radio Nederland via le site. Donc même les radios qui ne sont pas du tout vouées à l'image arrivent à parler de dessin de presse. Ça, c'est la situation de la Belgique. La France aime beaucoup mettre ses centrales nucléaires à la frontière belge. Et on en a pas mal chez nous. La Hollande fait pareil et l'Allemagne fait pareil. Donc voilà. La Hollande, c'est pas le Hollande. Et les Belges, ils râlent alors? Moi un peu, parce que j'habite à moins de 25 km de Tihange. Et oui, évidemment, je sais que si Tihange pète, tu vas être au courant. Voilà. C'est drôle parce que c'est quand même construit par des gens qui nous disent c'est pas dangereux, mais ils les mettent. Ils les prolongent. Ah ouais. Hein. Ouais. Elles ont 25 ans, celles de Tihange. Ah d'accord. Donc elles sont, et toutes celles, beaucoup d'Allemagne et beaucoup de France sont vraiment à côté de la frontière belge. Oui. Alors qu'il y en a un peu partout en Allemagne quand même, non? Oui. Mais on regarde que... Il y a un choix... Vous voyez, j'ai encore un peu quelque chose. Là, vous voyez que les questions d'énergie sont très géopolitiques. Si vous cherchez en Afrique une centrale nucléaire, vous allez avoir du mal à en trouver. Pourtant, la centrale nucléaire fonctionne avec de l'uranium, qui vient notamment du Niger. Et le Niger aussi fait partie des 5 derniers pays du monde où les gens, par moment, meurent de faim. Et on vient chercher l'uranium là-bas, c'est Areva, dans des conditions pas toujours très intéressantes pour le Niger, même si c'est en train d'être discuté en ce moment. Et donc, c'est dans des pays occidentaux où on profite de l'énergie nucléaire et pas en Afrique. Et autre aspect aussi, c'est que vous voyez, notre problème, nous, en Afrique, c'est le soleil. Parce que quand il fait 45 degrés à Ouagadougou, on souffre beaucoup. Et quand il pleut, on dit « Ah, il fait beau aujourd'hui ». Bon, mais en même temps, le soleil est une source d'énergie extraordinaire
que l'Afrique n'a pas encore réussi à exploiter comme il faut. Et il y a au niveau international actuellement des grands projets d'installer des plaques solaires dans le désert du Sahara, de brancher des câbles et d'importer l'électricité en Europe. Donc comme on vient en quelque sorte piller, entre guillemets, l'uranium pour faire de l'énergie nucléaire, si ça continue, on va venir chercher le soleil en Afrique. Et les Africains auront les inconvénients du soleil qui brûle la tête, mais ils n'auront pas les avantages parce que l'énergie solaire est évidemment extrêmement intéressante et gratuite, à condition d'avoir fait les installations qui, elles, coûtent très cher. Donc, vous voyez qu'il y a des questions sur l'énergie qui renvoient soit à la géopolitique ponctuelle, la bagarre entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, soit sur l'organisation du monde. Je pourrais dire qu'on a un petit peu pareil chez nous, dans la mesure où pour le moment, il y a beaucoup de demandes d'ouvrir le parc éolien en Wallonie. Donc, vous savez, la Belgique, elle est divisée en deux parties. Hein, nous avons la Wallonie en dessous qui parle français et la Flandre au-dessus qui parle flamand. Et un tout petit coin qui parle allemand, puisqu'on est quand même proche de la frontière, comme je vous l'ai dit. Et donc, on essaye d'agrandir le parc éolien à la Wallonie, parce que la Wallonie est vallonnée, donc on peut mettre des parcs éoliens qui profitent bien du vent. Et même les écolos sont contre ce projet, parce qu'il y a d'abord l'électricité. Moi, je ne suis pas très calée en géopolitique, mais l'électricité qui va provenir des éoliennes de la Wallonie va partir en Flandre. Or, moi, je trouve que faire un parc éolien offshore, c'est-à-dire dans la mer du Nord et loin de tout, serait le bon système. Il y en a déjà un petit peu, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il y a un gros dilemme entre la Flandre et la Wallonie sur le thème du parc éolien. Parce que eux, je ne sais pas si vous savez, mais c'est le plat pays qui est le mien de Jacques Brel, c'est la Flandre. Moi où j'habite, c'est vraiment c'est les Ardennes, quoi. C'est plus montagneux et donc on profite plus du vent. À propos d'éoliennes, est-ce que je peux montrer quelque chose en dessin là sur le petit iPad? Par exemple, à l'éolienne, évidemment, on pense tout de suite à une hélice. Et alors, je vous le dis parce que, par exemple, si je dessine François Hollande comme ça, bon, il est sympa à dessiner. Enfin, je ne sais pas s'il est sympa pour sa femme, mais en tout cas, il est sympa à dessiner. Et donc, regardez comment je pense à l'éolienne et pourquoi je pense à Hollande, vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'en fait, si je dessine le président de la République comme ça, bon, là, en ce moment, il est un peu comme ça. Je lui mets toujours une petite goutte comme ça sur le voile. Et alors, regardez, si je lui mets une casquette, alors, je n'ai pas la réponse, je vous pose la question. Le cliché qu'on a d'une petite hélice. Regarde, si on met une casquette comme ça, voilà, et qu'on met une petite hélice, vous avez remarqué, il y a des gens qui ont des petites hélices au-dessus d'une casquette. Eh bien, j'ai jamais compris pourquoi, dans le cliché, quand on veut montrer quelqu'un un peu godiche, on lui met une casquette avec une hélice en haut. Et je ne sais pas pourquoi. Et ce serait intéressant de savoir, de s'interroger sur les clichés. Et quand vous voyez quelqu'un qui arrive avec, vous voyez, si Boligan il a sa casquette, bon, on se dit tiens, Che Guevara, Castro, tout ça. Mais vous lui rajoutez une hélice au-dessus, il a l'air d'un con. Vous voyez, et ça, c'est très curieux, le langage des clichés sur la. Excusez-moi, c'est parce que je pense en hélice, mais c'est peut-être parce que j'ai mal tourné, c'est peut-être pour ça. Et dans les pays chauds, il y a des fois des touristes, je ne sais pas si c'est cette hélice-là, mais qui ont des sortes de ventilateurs sur la tête, là, parce que évidemment, donne une silhouette. Oui, mais ils se l'envoient vers eux. Oui, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais bon. La question de l'énergie aussi, en Afrique, c'est une question vicieuse au sens propre, parce que dans nos pays, par exemple, dans ce qu'on appelle le Sahel, il n'y a pas assez d'électricité, parce qu'il y a trop de consommateurs. Et donc, on est obligé de couper l'électricité. Sauf que quand vous coupez l'électricité, il fait noir. Quand il fait noir, les gens ne peuvent pas regarder la télé. Donc, ils font autre chose. Ils font des enfants. Donc, ils sont de plus en plus nombreux. Et donc, il y a de moins en moins d'électricité. Et donc, vous voyez que c'est un problème interminable. Je crois que vous aviez des questions. Qui a des questions à poser? Il y a des micros.
les membres de Cartoon for Peace, les dessinateurs, ils ont tous la même opinion politique? Non. Et c'est ça la force. Et mais même quand vous abordez des thèmes d'actualité? Surtout. Tous? Et on essaye toujours de montrer que nous croisons des opinions et on n'est surtout pas dans le formatage, c'est-à-dire tu dois penser comme ça, surtout pas. Et on croise des tas d'opinions sur tous les thèmes. Et ça c'est très... Et d'ailleurs Claire qui est par là, on se débrouille toujours sur le site web de Cartooning for Peace quand on fait un thème, de bien montrer comment nous croisons les opinions. Et pour vous dire, mettre tout le monde au courant de notre option, notre ligne éditoriale, c'est que par exemple justement quand on parle des dessins du Proche-Orient, eh bien on se débrouille toujours pour aussi mettre des dessins palestiniens, jordaniens, égyptiens bien sûr, mais israéliens bien sûr, bien entendu, mais aussi à l'intérieur des Israéliens, il y a un dessinateur qui s'appelle Shai Sharka, et Shai Sharka, il est dans les territoires occupés, vous savez, les colonies qui sont en train de virer beaucoup de Palestiniens et de remplacer les Palestiniens, eh bien lui, il est pour les colonies. Beaucoup à Cartooning for Peace, on est contre, mais on a besoin de dialoguer avec lui et c'est très intéressant de croiser les opinions. Donc on est vraiment c'est très ouvert comme éventail de propositions, d'opinions. Mais moi je rajouterais quand même, je parle vraiment pour moi, hein, j'ai peu rencontré de cartoonistes de droite. Alors c'est une très bonne question. Peu. Alors ça, c'est bien une question belge et c'est une question française. Je ne connais pas la raison, mais c'est vrai qu'en Belgique et en France, c'est presque obligatoire. Ils sont tous de gauche, pratiquement. Vraiment, c'est 99,99. Et quand vous allez en Amérique latine, quand vous allez... au Japon, quand vous allez aux États-Unis, mais c'est totalement ouvert. C'est très curieux. Ce serait encore une autre étude à faire, mais ça c'est aux profs de faire cette étude-là. Pourquoi il y a c'est plutôt à gauche dans les pays de... En Angleterre, c'est beaucoup plus ouvert. Hein. En Allemagne aussi, c'est plus ouvert. Bon, c'est comme ça. Puis les dessinateurs, au-delà de leurs opinions très personnelles aussi, dans ces rencontres, viennent avec leur environnement. Nous, on était allés au Congrès mondial contre la peine de mort à Genève. On était 4. Et donc, il y avait le Suisse, où la peine de mort a été abolie. Il y avait Jeff Danziger qui venait des États-Unis, où elle est toujours parfois appliquée. Il y avait donc moi qui venais d'un pays où la peine de mort n'est pas abolie, mais officiellement elle n'est pas appliquée. Et puis il y avait Norio qui venait du Japon. Et quand on discute avec un Japonais, le rapport à la mort aussi, vous connaissez, c'est le pays où on peut se faire harakiri, etc. Le rapport à la mort n'est pas du tout perçu de la même manière que dans d'autres pays. Donc chacun vient aussi avec son background, avec son environnement. Au Mexique aussi, le rapport à la mort est positif. Au Mexique aussi, et puis en plus, donc, ils vivent dans une situation où la mort est présente aussi sous la forme des assassinats. Donc chacun vient aussi non seulement avec son... Mais même aussi dans la culture. Tu parles des masques avec... Oui, d'autres questions? Tout d'abord, bonjour à tous. Moi, je voulais savoir, par exemple, quand là, vous venez de faire une caricature de François Hollande. Par exemple, François Hollande, le matin, quand il regarde le journal et qu'il voit sa tête caricaturée dans le journal, enfin, vous, après, vous n'avez pas des problèmes, mais je veux dire, jamais des remarques, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas très longtemps, on était au Festival de Cannes et on était, parce que l'association ne vit très pauvrement, simplement je dirais, et donc on avait besoin d'argent. Donc on avait vendu des originaux au Festival de Cannes en mai dernier. Et à la rencontre, à ce déjeuner où il y avait le commissaire-priseur, il y avait des producteurs, il y avait des acteurs, il y avait des vedettes, tout ça, on était très impressionnés. Et puis qu'ils achetaient des dessins. Alors ça nous a permis d'avoir une visibilité à 6 mois, ce qui est bien commode pour que tout le monde puisse être payé dans l'association. Et puis est arrivée Valérie Traiweiler, qu'on a installée en face de moi. Et quand je l'ai vue arriver, je ne savais pas qu'elle viendrait. Et quand je l'ai vue arriver, je pensais tous les dessins que j'ai faits sur François Hollande, tous les dessins que j'ai faits avec elle, son tweet, tout ça.
je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Et puis en fait, ils sont bien armés, les femmes et les hommes politiques, et ils savent très bien digérer tout ça. Et bon, Sarkozy, il gueulait, bon, il téléphonait, il avait même convoqué le directeur du journal dans son bureau à l'Élysée, parce qu'il en avait marre de mes dessins, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie du dessinateur. Et la CGT, pour rebondir, parce que Pareil. C'est pareil que Sarkozy. le dernier dessin voilà, que vous Voilà. avez fait, bon, il a fait un petit peu des vagues, celui-ci. Voilà. Bon, c'est Ça assez fait, partie lisse. du, ça fait partie du boulot. Je veux dire, un dessinateur, il doit toujours accepter l'idée que ça risque de déplaire. Et c'est pour ça que Maïté, qui n'est pas loin, qui est mon assistante au journal, on passe beaucoup de temps. D'abord à respecter les lecteurs qui sont contents, ça c'est facile, mais ceux qui sont mécontents, c'est plus délicat. Et Maïté pourrait vous le confirmer, très souvent, des lecteurs mécontents justement de la CGT, 15 jours après, on s'embrasse tous sur la bouche parce que on leur envoie des petits dessins, enfin des petits DA3, vous voyez, on leur dit qu'on ne va pas les convaincre, mais bon, vous avez bien fait de parler, vous n'étiez pas content, voilà. Et à la fin, je vous assure, c'est limite une partouze, parce que je veux dire, non, mais parce que les gens, ils ont envie de correspondre. Il ne faut pas les mépriser. Il faut leur dire, on n'était pas d'accord, très bien, je ne vais pas essayer de vous convaincre, mais sachez que vous avez bien fait d'écrire, vous n'étiez pas content, dites-le, voilà, c'est bon. Et très franchement, il était un petit peu ça se passe toujours bien. Et des menaces, est-ce que vous avez des Ah bah, menaces alors, je me tourne vers les ouais, petits peut-être camarades. vers Boligan. Les menaces. Comment on dit menace en espagnol? Amenazas. Amenazas. Bueno, soy un caricaturista de origen cubano, mas vivo en México hace 20 años, Donc il est d'origine cubaine, ça fait 20 ans qu'il vit au Mexique, con experiencia en el socialismo y en el capitalismo. avec une expérience avec le socialisme et le capitalisme. Sí, para hablarles un poquito, bueno, experiencias de amenazas fuertes, no he sufrido Il n'a como jamais subi caricaturista. de menaces vraiment violentes en tant que caricaturiste. La caricatura en México, donde he desarrollado la mayor parte de mi carrera, es muy fuerte. Creo que es el país, uno de los principales países de Latinoamérica, donde el dibujo de prensa es muy importante. Il dit que le Mexique est un des pays d'Amérique latine où le dessin de presse est un des plus présents et un des plus puissants. Junto con Argentina, Brasil y México, creo que son países muy importantes donde la caricatura editorial tiene un papel esencial para los mensajes locales, digamos. Avec l'Argentine et le Brésil, donc le Mexique, sont les trois pays où le dessin de presse joue un rôle important et capital. Rapidito le voy a contar un poquito a tono con el tema de la exposición, la energía. Il va raconter une petite anecdote sur le thème de l'énergie, en lien avec l'expo. Sí, México es un país eminentemente petrolero, Donc le Mexique est un pays pétrolier, enfin où on trouve beaucoup de pétrole. donde la empresa petrolera, el petróleo estaba nacionalizado desde los años 40, Depuis les années 40, le pétrole a été nationalisé. por lo que el tema editorial en cuanto a la energía y al petróleo es muy importante. Casi diario hay caricaturas sobre ese tema. Donc c'est un des thèmes phares de la presse et qu'il explique que quasiment de façon quotidienne, il y a toujours un dessin pour parler de ce thème-là. El nuevo gobierno, que lleva un año apenas, Donc le nouveau gouvernement qui est là depuis à peu près un an hizo una reforma energética donde abría la empresa petrolera mexicana Pemex a la inversión extranjera. Donc depuis un an, le nouveau gouvernement a ouvert à la capitalisation étrangère, Pemex, qui était donc l'Agence nationale du pétrole au Mexique. Claro, previo acuerdo del gobierno con otros partidos y grupos de senadores que tenían los votos para aprobar esa reforma energética. Donc en accord avec aussi d'autres partis qui étaient tous favorables à l'ouverture de cette... Por supuesto, grupos sociales y caricaturistas, hubo una campaña, caricaturas y temas de opinión en contra de esta reforma. Pretendíamos que el petróleo siguiera siendo mexicano. Donc beaucoup d'associations citoyennes et d'associations de caricaturistes se sont unies pour défendre le fait que le pétrole devait rester nationalisé. Pero algo muy interesante que sucedió en esos días,
estaba aprobado la reforma energética, faltaba el voto del Senado de la República y estaba en muchas marchas y caricaturas. Con nuestras caricaturas las usan en las marchas, las reproducen para expresarse. Donc, juste avant le vote au Sénat de cette loi, il y a eu beaucoup de manifestations. On disait que même au sein des manifestations, on utilise beaucoup les dessins et les caricatures qui sont présentées au cours des manifestations. Y sucedió algo interesante. El 12 de diciembre fue que el día que se aprobó esa reforma, es el día de la Virgen de Guadalupe. Donc le jour où a été adoptée la loi le 12 décembre dernier, c'était aussi égal en même temps le jour de la Vierge de Guadalupe. La mayoría de los mexicanos son muy devotos y católicos de esta Virgen. Et comme la plupart des Mexicains sont quand même très croyants. Et ese día siempre hay muchas peregrinaciones que van hacia la villa, hacia el centro de México, y se llena la ciudad de peregrinos de otras ciudades. donc c'est vraiment un jour de pèlerinage où viennent aussi des gens d'ailleurs, de la ville de Mexico, et qui se réunissent. Y las televisoras y la prensa cubren ese evento de la católico. Donc tout ça c'est couvert médiatiquement par les télés et autres, puisque ça. Bueno, ese día escogió el gobierno para que fuera la votación a favor de la reforma energética. Donc le gouvernement a choisi ce jour-là où la plupart des Mexicains étaient dans la rue pour faire voter la loi, pour adopter la loi. Por de la réforme supuesto, du pétrole. ya la televisión, la prensa, la radio no dio importancia a las manifestaciones en contra de la reforma energética. Fue una jugada estratégica del gobierno, donde jugaba las creencias religiosas, un día interesante para hacer una reforma en contra del país. Donc ça a été une petite manipulation stratégique du gouvernement pour profiter de ce mélange entre un jour de manifestation de croyances et qui cachait en même temps la manifestation des gens qui étaient contre cette réforme. Ils ont fait passer ça ce jour-là. Claro, los caricaturistas estuvimos muy atentos, denunciando cada hecho, pero no sirvió de nada. La televisora, que es el cuarto poder, digamos, Le quatrième pouvoir, la télévision, c'est comme une estaba a deuxième favor accès, del gobierno. était en faveur du gouvernement. En cuanto al narcotráfico, sí, es un país muy violento, donde principalmente los periodistas han sufrido, pues han muerto, hay secuestros. Por suerte los caricaturistas no hay ninguna baja. Dice. Il expliquait effectivement, pour reprendre les termes de Plantu sur le narcotrafic, comme ça, hein, oui, narcotrafic. Beaucoup de journalistes au Mexique ont subi des violences et des menaces de la part des narcotrafiquants. Certains sont morts, certains ont été séquestrés et kidnappés, mais pas les caricaturistes. Sí, principalmente en regiones fronterizas con Estados Unidos, donde es más violenta todo ese acoso hacia la población civil, principalmente, y a la prensa. Surtout au niveau des frontières mexicaines, notamment celle de la frontière avec les États-Unis, où la violence touche tout le monde, la population civile aussi. Sí. Por eso yo voy a estar mucho rato aquí en Francia, a ver si libro, ¿no? Si no me pasa nada. Donc il fait l'expérience de venir en France un petit moment, voir s'il ne se passe rien, s'il ne lui arrive rien. Sí. No es problema. Creo que en México los caricaturistas se hacen dibujos muy fuertes, que hay bastante tolerancia hacia... Il dit que les caricaturistes font des dessins qui ont des messages très forts, mais il y a une certaine tolérance vis-à-vis d'eux. Y el gobierno ha entendido que el humor, pues hay que tolerarlo, es eso. Es crítica, pero con humor y reflexión. Que le gouvernement a compris qu'il devait être assez tolérant avec le dessin humoristique, enfin le dessin de presse, et notamment de tolérer l'humour. A diferencia, por ejemplo, de países como Ecuador, donde hay un colega caricaturista que está denunciado por el gobierno, por el propio presidente, por difamar, según él, a través de una caricatura. Il dit, contrairement par exemple à d'autres pays de l'Amérique latine comme l'Équateur, où un de ses collègues caricaturistes a subi des pressions parce qu'il avait fait un dessin critique envers le président, donc le président a évidemment réagi. Donde increíblemente y ridículamente pide a través de una corte que explique su caricatura, porque el presidente mismo ha dicho en una entrevista o en la radio, en la televisión, que está difamando y es simplemente humor, es una caricatura. Ouais, donc le président avait porté plainte, enfin, avait dit que c'était de la diffamation et le caricaturiste essayait d'expliquer qu'il s'agissait d'humour, simplement. La caricatura no se explica. Mais il dit que la caricature ne s'explique pas. Se siente, se interpreta. Elle doit se sentir. Et il y a 3 jours, il y a eu un dessinateur équatorien qui s'appelle Bonil,
Bonil, tu te souviens, il a des problèmes parce que le président de la République à Quito, en Équateur, a vraiment fait une émission de télévision pour dire ce dessinateur, il est malhonnête, je vais l'attaquer. On voit de plus en plus des dessinateurs qui sont l'objet de pression depuis la présidence de la République en Amérique latine. On a aussi Raima, une dessinatrice de Caracas, qui a eu plein d'ennuis à l'époque de Hugo Chavez. Et avec le nouveau président Maduro aussi, elle a des ennuis. C'est vrai qu'on est souvent un peu sauvé par le caractère officiellement humoristique de nos dessins. Vous avez aussi étudié dans l'histoire les fous du roi, à qui on laissait dire certaines choses aux monarques parce qu'ils avaient un statut particulier. Donc parfois, c'est vrai qu'on dit, bon, lui, il m'énerve, mais bon, c'est de l'humour, donc on va le laisser passer. Donc voilà. Mais il y a eu quand même des dessinateurs assassinés. Il y a eu Caïs qui a été assassiné en Libye. Il y a eu un dessinateur au Libéria qui a été assassiné, j'ai oublié son nom, par les membres les rebelles du Rouf. Et puis il y en a qui sont agressés physiquement. Donc il y a le fameux exemple en Syrie de Ali Farzat, à qui on a entièrement cassé tous les doigts, pour lui dire maintenant que tes doigts sont cassés, il faut aller dessiner, on va voir. Et puis voilà. Donc il peut y avoir quand même des choses un peu violentes en plus des procès et tout ça. Excusez-moi. Vous Vous nous parliez là tout de suite de Boni, un dessinateur. Vous m'avez parlé tout de suite d'un dessinateur équatorien qui s'était fait attaquer, enfin pas attaquer, mais ça vous est déjà arrivé de justement, au vu de ça, de se restreindre de faire un dessin que vous auriez voulu faire, enfin par peur, pas par peur, mais non, mais c'est une non. très bonne question. Moi, oui, il y a des tas vous tous, enfin, de femmes et d'hommes politiques qui peuvent râler pour un dessin. En gros, j'ai la chance de travailler dans un journal qui me protège et qui fait qu'il n'y a pas d'ennui. Mais mes petits camarades peuvent vraiment avoir de gros ennuis. J'ai eu des menaces d'un procès parce que... Attends. J'ai eu des menaces par une personne parce que je faisais un dessin à son goût trop pro-palestinien. Et c'était des menaces par mail et puis via Facebook. Et par contre, moi, j'ai envoyé ce mail-là qui me faisait peur puisque on connaît mon adresse, on peut venir chez moi, je ne suis pas une inconnue. Donc, j'ai transmis ça à ma direction. J'ai transmis le mail qui était vraiment fort. Je l'ai transmis à l'association des journalistes en Belgique et personne ne m'a répondu. Donc moi, je ne me suis pas sentie du tout protégée par ma direction, ni mon rédac-chef, ni l'association des journalistes. Bon, c'est arrivé une fois. Je sais que cet homme-là l'a fait à d'autres en Belgique. Donc ça m'a un petit peu calmée, mais... oui, des mails très, très virulents. Moi, j'en reçois beaucoup. Kroll, qui est un autre dessinateur belge, dit que je suis la plus censurée de Belgique et je suis la seule cartooniste. Il n'y a pas d'autres femmes qui dessinent ? Il y a très peu de femmes. Je suis la seule éditorialiste, c'est-à-dire qui fait un dessin tous les jours. Ça, je suis la seule, oui. Charlie Hebdo avait quand même été plastiqué, hein, donc on avait le siège de Charlie Hebdo à la suite des caricatures de Mahomet. Bon, il y avait eu quand même des menaces physiques sur les journalistes de Libé aussi, il me semble. Donc Charlie Hebdo qui diffuse pas mal de dessins de presse et qui avait été plastiqué. Hein. Je peux raconter peut-être aussi cette anecdote. Le jour où on a su qu'on ne pouvait pas dessiner Mahomet, moi j'ai fait un dessin, je ne sais pas si vous connaissez l'entarteur, il est belge, c'est Noël Godin. Et moi j'ai dessiné vraiment sans me rendre compte de l'importance que ça aurait pu avoir. Je l'ai dessiné entarté, donc on ne le voyait pas. Mais il était ressemblant. La tarte, oui. La tarte ressemblait à de la tarte. Mais ça n'a pas fait de vague. Or, je trouve qu'entarter Mahomet, plutôt que de ne pas le dessiner, c'est encore plus
plus méchants, plus virulents. Et mon fils m'a dit ce jour-là, mais t'es complètement folle. Ils vont venir plastiquer ton atelier, t'es complètement folle. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, franchement, moi j'ai eu peur. Je me suis dit oui, c'est vrai, je dessine sur des cultures, ça c'est la mondialisation, je dessine sur des cultures que je ne connais pas assez. Donc je peux choquer des gens au point qu'ils prennent la mitraillette. Puisqu'il y a eu des tués. Et là, il y a un mois et demi, j'étais à Copenhague et j'ai rencontré le dessinateur dont tu parles, Kurt Vestergaard, qui a dessiné. Il est toujours gardé, effectivement, et il est gardé par 6 policiers à demeure parce qu'il a dessiné le portrait du prophète. Et quand j'y suis allé, alors que tout le monde était au courant que je venais, il y a 2 chiens. Il y a un premier chien qui m'a reniflé de la tête aux pieds, un deuxième chien qui était chargé de renifler autre chose, je ne sais pas quoi, de la tête aux pieds encore. Et pendant toute la journée que j'ai passée avec ce dessinateur qui est protégé par le gouvernement danois, eh bien, pendant toute la conversation, il y avait un policier qui avait une petite oreillette et qui a assisté à la rencontre pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et la maison qui est juste à côté de ce dessinateur danois, elle est remplie de policiers. Et même quand il veut aller faire des courses, aller chercher du fromage, eh ben, il y a 6 policiers qui l'accompagnent. Je veux dire, et ça, c'est nouveau comme... Il y a Salman Rushdie. Salman Rushdie, c'était ça aussi. Hein. Oui. Pour de l'écriture. Et lui, c'est pour du dessin. Oui. Et Salman Rushdie n'a plus qu'un seul garde du corps. Ah, il les a tués tous. Et Kurt Vestergaard, il en a 6. Et la petite jeune fille, Raima, dont je vous ai parlé à Caracas, elle, de temps en temps, quand elle est menacée, elle se demande si elle ne va pas demander des gardes du corps, comme Willis from Tunis. En Tunisie, des fois, elle est attaquée par les salafistes. Et donc, des fois, elle se dit, bon, il va falloir que je demande vraiment à être protégée. Christina, à Lisbonne? C'est très intéressant. Non, c'est... bon, au Portugal, on n'a pas aucune expérience comme ça, mais il n'y a pas longtemps, j'ai publié un dessin à propos de l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Ah. Et c'est un sujet très délicat dans un pays très catholique. Et le journal était bombardé avec des protestes comme ça. C'est pas une menace à moi-même, mais quand même, on relativise le poids des choses. Mais, à cause de ton dessin? Oui, à cause de mon dessin. Ils ont envoyé quelque chose contre le... Non, mais des lettres. Ah oui. Des lettres, des protestes, des coups de téléphone à cause de ce dessin. Il raconte quoi ton dessin? Le dessin, il raconte quoi ton dessin? Ça m'intéresse. Oui, le dessin était... parce qu'en fait, on est en train de discuter la loi qui permet... C'est pas... il y a une petite différence. Il y a l'adoption d'enfants par une couple homosexuel, mais il y a la coadoption. Ça veut dire l'enfant a une relation de sang, il peut être fils d'un des homosexuels, quelqu'un qui avait un partenaire avant et après il a découvert qu'il est homosexuel. Et alors, ça c'est, selon la loi, c'est pour protéger l'enfant, évidemment. Et le dessin, c'était 3 enfants, tout pareil, seulement les vêtements changeaient de couleur. Ils avaient tous une boule en dessus du bras. Une balle. Un ballon. Ballon pour jouer, oui, c'est ça. Et il y avait un mot qui disait enfant, fils d'une couple hétérosexuelle, enfant adopté par une couple homosexuelle et enfant co-adopté. Bon. Ils étaient tout pareils parce que les critiques disent que les enfants qui sont élevés par une couple homosexuelle vont être différents et tout ça. Et je pense pas. Je pense le contraire. Qu'un enfant, c'est peut-être pire dans une couple hétérosexuelle qui
ont toujours des problèmes et qui se bagarrent et tout ça. Et l'amour pour l'enfant n'a rien à voir avec l'option sexuelle de quelqu'un. Bon, et le dessin, c'était ça. Et à cause de ça, il y avait des tas j'ai pensé même, il faut me virer du journal. Parce que les protestes, c'était fort. Mais par contre, j'ai dessiné des choses incroyables sur le président de la République, sur le Premier ministre et tout ça. C'est passé. Cet dessin, parce que c'est très sensible dans la société, c'est ça. Alors, chaque société a ses sensibilités. Et c'est tabou. Oui. Et la France en fait partie. Je cherchais, je ne l'ai pas retrouvé, mais je cherchais un dessin qu'on avait fait dans une page. Ah, ce serait bien de le mettre sous la caméra, de nous montrer l'iPad. On avait une page comme ça où on avait fait une page sur le mariage gay. Et le mariage gay était traité de différentes manières par les dessinateurs de Cartooning for Peace. Et à la fin, il y avait un dessin d'un japonais où on voit l'évolution de l'homme. Vous savez, l'homme préhistorique, l'homme là, et, on voit l'évolution. Et il est là ? Ah oui, alors, c'est pas... Alors, il y a ce dessin-là, mais sur le couple gay, justement, on avait fait... Et à la fin, c'était non pas ce dessin-là, mais deux ombres chinoises de garçons qui sont en train de s'enfiler. Et alors donc, le dessin, au milieu de la page, où il y avait des dessins d'ailleurs de Arès, qui étaient assez tendres pour le mariage homosexuel, ce qui fait que la page était assez équilibrée. Et c'est ça la force de Cartooning for Peace. C'est le dessin dont je viens de vous parler, qui est un petit peu casse-gueule. S'il avait été tout seul, il y aurait eu un clash. Le fait qu'il y ait eu les autres dessinateurs, et ça répond encore mieux à votre question, du coup, il était protégé par les autres dessinateurs. Et c'est ça, il faut toujours se débrouiller pour montrer un certain équilibre dans le dessin. Ah, c'est ça ton dessin qui avait posé un problème ? Raconte-nous alors. Donc, tu as le. Il y a un réflexe, la lumière. Ah ouais. Et à gauche. Adopté par un couple homosexuel. Ouais. Ou adopté par. Non, adopté par un couple hétérosexuel. Ouais. Ou adopté par un couple homosexuel. Ouais. Et adopté par une mère. Mère célibataire. Célibataire, parce que ça, on parle. Oui, une mère célibataire, pas de problème, mais. C'est drôle parce que c'est plutôt un dessin intéressant et pas tellement agressif. Non, mais c'est... Alors, je peux montrer en autre. Moi, je m'attendais à un dessin. Non, mais c'est intéressant de savoir que même un dessin gentil puisse susciter. Ah oui, pardon. J'ai fait. Attends, non, continue à chercher. Attends, parce que je vais montrer le Premier ministre et le ministre des Finances. En train de s'enfiler. Attends. Excusez-moi, on coupera au montage. Ah oui. Voilà, et. De gauche, je l'ai vu. Et ce dessin n'a eu aucune réaction. Alors qu'il est plutôt. Oui. Alors c'est notre Premier ministre et le ministre des Finances. Et le fait que tu le dessines en chien. Oui, mais pas pas de problème. C'est pas sûr. Moi j'ai dessiné Sarko en chien, il a gueulé. Hein. En roquet. Je l'ai dessiné en roquet, il n'était pas content. Et non, il y a plus de liberté au Portugal alors. Alors juste pour conclure sur les menaces, évidemment, nous on n'est pas simplement des provocateurs gratuits pour le plaisir de la provocation. Dans chaque menace, on essaie de voir s'il y a derrière des arguments que l'on peut aussi écouter et entendre. Moi je prends juste deux petits exemples. J'avais dessiné un dessin avec Jésus et il y a une chrétienne qui m'a écrit une lettre incendiaire en concluant on dirait que vous ne savez pas ce qui est arrivé à Salman Rushdie, dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est une chrétienne qui évoquait la possibilité d'une fatwa. Bon, Jésus est un personnage historique, je ne me sens pas du tout obligé de la comprendre et je dessine 3 fois plus Jésus après. Et puis par contre, un jour, j'ai dessiné le zizi du président Compaoré à la une du journal.
Bon, il y avait toute une histoire que je ne vais pas raconter ici. Et là, j'ai eu aussi beaucoup de menaces, des réprimandes officielles. Et là, il se trouve qu'au Burkina, c'est une culture qui est très prude. Même dans le cinéma, il n'y a jamais de scène dans les lits, etc. Donc là, on aborde une question qui est une question de tabou culturel. Donc là, je peux entendre, je peux réfléchir. Et si les gens bloquent sur cette image, je peux aborder les choses autrement. Là, je peux me dire, ah, peut-être qu'il faut que je fasse attention. Donc ça dépend aussi des sujets et des raisons, des menaces. Oui, donc moi je voudrais revenir aux caricatures de Charlie Hebdo. Est-ce que vous les cautionnez et est-ce que vous pensez qu'on pourrait rire de tout avec n'importe qui? J'aime bien la phrase de Pierre Desproges. Hein. On peut rire de tout, mais je dois avoir ce qu'il faut. J'aime bien la phrase de Pierre Desproges qui dit « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Et je pense effectivement qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire selon le public auquel on s'adresse. Et donc, ce qui fait que des fois, il faut faire attention. Et d'ailleurs, les dessinateurs de Charlie Hebdo, qui travaillent aussi dans le journal L'Humanité, qui est un journal communiste tout à fait respectable, hein, mais ils font attention, justement, c'est marrant parce qu'eux, ils font attention à ne pas froisser le leader du Parti communiste ou du Front de gauche. Donc chacun respecte les interdits de là où il met les pieds. Et quand ils travaillent dans Charlie Hebdo, ils ne peuvent pas évidemment critiquer la CGT, bien entendu. Ce que je peux faire moi, dans Le Monde. Vous avez une autre question encore à poser? Vous voulez poursuivre? Il faut lui rendre son micro. Tu as peut-être quelque chose à dire? Ou tu as peut-être quelque chose? Oui, donc justement, est-ce que quand on fait un dessin de presse comme ça pour critiquer un peu, c'est pas justement le but de faire remuer les choses et de choquer un peu l'opinion publique en critiquant? Parce que si on se limite à ce qui est acceptable, quoi, bah, après forcément ça choque moins et ça fait moins réagir. Bien entendu. Il faut faire attention. Il y a un dessin que j'avais fait sur les problèmes vous savez, au moment où on parlait de la pédophilie dans l'Église, eh ben, c'est un dessin qui a été l'objet de... Vous l'avez là, mais j'essaie de le mettre en grand. Et ça a été l'occasion de faire j'avais fait j'avais fait un petit évêque qui tient par la main un enfant et il dit les voies du Seigneur sont impénétrables et le petit il dit il y a bien qu'elle. Oh là là, il y a pour ce dessin-là 3000 mails en une seule journée. On a fait péter le serveur du journal. Ça a été pareil chez nous. Hein. Ouais. Je pense que chez nous, il y a deux grands thèmes qui sont très touchy, comment est-ce qu'on dirait en français. C'est Israël-Palestine et c'est la religion. Dans mon journal qui est catho, on va dire, c'est la religion, les curés, la pédophilie. Et quand on a les curés et la pédophilie en même temps, je peux vous dire que c'est difficile de sortir un dessin qui... Pourquoi tu dis les curés et la pédophilie? C'est deux sujets différents? Parfois. Ça s'accumule. Excusez-moi, c'est pour le plaisir de... donc voilà, c'est un thème où je crois que j'ai 35 dessins censurés sur ce thème-là, sur la religion. Oui, refusé. Ça, celui de Plantu, moi, je n'aurais même pas osé l'envoyer. Ah, mais j'étais étonné. Alors, il se trouve que ce jour-là, le dessin que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le rédacteur en chef. Il m'a dit, oui, tu peux y aller. Je me suis dit, mais il est fou. Mais bon, j'y suis allé. Et il s'est fait taper par tout le monde au journal. Qu'est-ce que tu as besoin de me montrer des dessins comme ça? Il a été le dessin que je vous ai montré, oui, il a été publié à la une du journal. Et celui qu'on vient de voir de c'est Christina, aussi, c'est le pape, c'est le même sujet. Il est en train de... Ici, ça semble noir, mais en fait, c'est comment la couleur? Marron.
C'est Marron? Marron, c'est marron. Alors c'est la mer, il est en train de couleur de nettoyer la la merde. Bon, et il a posé un problème? non pas publié normalement tout ça, mais dans les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de commentaires. Ah, ouais. Ah, mais à propos de l'autre dessin avant le dessin des enfants. Oui. Il y avait beaucoup de bruit dans le Facebook et les réseaux sociaux et c'est très intéressant de voir les commentaires des gens et tout ce qu'ils ont fait dit à propos de ce dessin. Mais ça a été publié sans problème. La phrase de tes proches, donc on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, prend de plus en plus son sens aujourd'hui avec Internet, parce qu'avant on s'adressait peut-être à un groupe, et pas aux autres. Maintenant, avec Internet, tout circule. Pour revenir sur Charlie Hebdo, par exemple, dans la deuxième vague de dessins qu'ils ont fait sur Mahomet, il y avait un dessin vraiment génial. Je ne sais pas si vous connaissez le film Le Mépris, un vieux film français, où vous avez l'actrice Brigitte Bardot qui est à poil et qui dit à un autre comédien « Et mes fesses, tu les aimes, mes fesses, et mes seins, tu les aimes, mes seins ». Et donc, ils ont dessiné Mahomet à poil devant un cinéaste, et Mahomet dit « Et mes fesses, tu les aimes, mes fesses ». Alors, quand vous connaissez le film, c'est génial. Maintenant, quand vous êtes en Afrique, que vous ne connaissez pas Le Mépris, et que vous lisez ce dessin au premier degré, ouais, là, il y a un vrai problème, ça tombe à l'eau, et là, ça fait de la provocation pure. Donc, est-ce qu'on doit toujours réfléchir, si on travaille dans un journal français, à ne s'adresser qu'aux Français, à imaginer, ça devient très compliqué, mais à imaginer qu'après, quelqu'un va voir, interpréter selon sa culture. C'est un des grands défis qu'on a, et dont on s'est rendu compte avec les caricatures de Mahomet, effectivement. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le dessin qu'on met sur Facebook, il est en temps réel partout. Et il y a une... pardon, mais moi je parle pour moi, mais il y a une méconnaissance. Si on fait travailler sur les Indiens, par exemple, d'Amazonie, si je dois faire mon dessin en une journée et que je dois étudier tout ce qui s'est passé en Amazonie pour faire un dessin qui est recevable pour eux, c'est impossible. Donc je crois que de toute manière, avec la mondialisation, on blessera toujours quelqu'un. Et ça fait partie du risque du métier. Si on n'en blesse pas trop, ben, tant mieux. Mais je pense qu'on en blessera toujours. Quelqu'un se sentira... C'est comme l'histoire de Team Seat avec les handicapés. Pour Team Seat, c'était pas du tout une provocation ni rien. D'ailleurs, ça s'est bien terminé. Il y avait un procès et tout, hein, mais ça s'est bien terminé. Ils sont copains comme cochons, comme on va dire, avec la famille. Non, ça, c'est pas juste. Non, ça s'est pas bien terminé parce qu'il a fallu qu'il présente ses excuses et il a oui. fait des travaux d'intérêt public pour purger sa peine. Non, oui, non. Alors ça, je ne connaissais pas la suite. C'est comme si Molière, quand il avait fait Tartuffe et que il aurait été obligé il montre Tartuffe, c'est pas lui, il joue une pièce, il fait. Et là, Tim Seat faisait animer un médecin qui était une ordure dans son sketch. Et donc les gens ont dit ah oui, mais le médecin qui est une ordure, c'est Tim Seat, donc ils ont fait un procès et il a fallu qu'il s'excuse. Hein. Ça, moi, la suite, je ne l'ai pas connue. Mais j'habite loin, en Belgique. Question. Moi, je voulais réagir par rapport à ça. C'est un peu en rapport avec l'affaire Dieudonné qui a été récemment bombardée par les médias. On a eu beaucoup de réactions. Comment vous avez réagi, même les pays frontaliers à la France, puisque c'est sorti bien sûr au-delà de la France. C'est vrai que ça, c'est un sujet qui est assez controversé parce que on ne sait pas vraiment, on cherche, on ne sait pas s'il faut être pour Dieudonné, pour interdire Dieudonné. Donc comment vous avez géré cette crise-là et qu'est-ce que vous en pensez personnellement ? Ça c'est une question intéressante, c'est les limites de la liberté. Alors, si on fait un geste qui peut être une évocation de la c'est de ça qu'on parle, c'est de la salutation nazie. Oui, il y a eu dans le journal. J'ai fait aucun dessin sur ce sujet, mais ce que je crois, c'est
il faut avoir... Mes parents, quand j'étais petite, ils me disaient toujours que ma liberté termine ou commence la liberté des autres. C'est ce qu'ils me ont appris. Bon, et je crois que la démocratie, c'est pas le bordel. Et dans ce sens, surtout si on est dans un métier de communication, de relation avec les gens, il faut avoir de la responsabilité. Et bon, et si quelqu'un n'est pas suffisamment responsable, il faut être responsabilisé. Ça c'est ce que je pense sur ce sujet. Qu'il y a peut-être des limites qui ne peuvent pas être dépassées. Je ne sais pas si je me suis expliquée. Oui. Yo pienso que todo depende desde la cultura en que se mire. On dit que ça dépend de la culture dans laquelle on se trouve. Por ejemplo, en Cuba, que fue la última colonia española, Par exemple, à Cuba, qui était la dernière colonie espagnole, las tradiciones tienen más que ver con España, con la península ibérica. Y por ejemplo, cuando alguien muere en Cuba, yo recuerdo de niño que mi familia no me dejaba poner la radio, música. il se souvient quand il était enfant, une tradition à Cuba, quand quelqu'un mourait, ses parents lui interdisaient d'allumer la radio. Si moría un vecino a unas cuantas casas, yo no podía ver ni la televisión por respeto a esa familia. Et par respect, même si c'était un voisin qui vivait à plusieurs kilomètres qui mourait, il ne devait même pas allumer la télé par respect pour la famille qui venait de perdre. Mucho menos música. Encore moins la musique. No se podía dar ningún síntoma de alegría, de festivo, no, eran días de luto. Voilà, c'était des jours de deuil, donc on ne devait manifester aucun sentiment de joie. Uno de niño, bueno, pues se rige por las leyes que los adultos te van imponiendo, que a la vez vienen de otro país. On dit que quand on est petit, on est régi par les lois que nous imposent nos parents, qui peuvent venir aussi d'autres pays, comme le Cuba qui était influencé par l'Espagne. Al ir a vivir a México, mis primeras experiencias en ese sentido, en una ocasión estaba yo en la calle y veo que viene un grupo de personas con un mariachi detrás. Une de ses premières expériences quand il est arrivé au Mexique, c'est une fois il se baladait dans la rue quand il a vu arriver un groupe suivi de mariachis, vous savez les groupes de musiciens mexicains. De lejos, oyendo la música festivo, pensé que había un carnaval, una fiesta. Donc en entendant la musique au loin comme ça, il pensait qu'il s'agissait d'un moment festif, d'un carnaval. Me acerqué para ver la fiesta y cuando veo en medio de todo el mariachi llevaban una caja con un muerto. Et quand il s'est rapproché du groupe, il s'est rendu compte qu'en fait, il était en train de porter un cercueil, quelqu'un qui était mort. Entonces en México, reírse de la muerte, reírse de los muertos, no es un tabú, no es un problema. Au Mexique, rire de la mort ou rire des morts n'est pas un tabou. Y eso es un ejemplo entre dos países tan cercanos, con esas tradiciones, en el caso de México, que vienen de los aztecas antes de la colonia, y la otra visión desde Cuba, con una cultura que viene más desde España. Et la différence quand même entre deux pays voisins, Cuba et le Mexique, mais un pays, Cuba, avec une tradition qui venait d'Espagne, et le Mexique qui, lui, vient des Aztèques, enfin une tradition qui remonte aux Mexicains aztèques. Je vais juste rebondir là-dessus. Donc là, dans certains pays, c'est vrai que des sujets comme ça donc sont pas tabous. Mais nous, par exemple, on voit avec les médias, on voit beaucoup, on en parle, les enfants regardent, sont au courant et sont pas forcément non plus sensibilisés à ça. C'est-à-dire que un enfant qui va regarder, tiens, Dieudonné, il a fait ça, 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 il va tout de suite aller sur Internet, sur YouTube, il va regarder les vidéos, machin. Donc est-ce que le fond du problème, est-ce qu'il faut régler le problème plutôt aux racines, c'est-à-dire sensibiliser les enfants à ça et dire bon bah faites attention, ou est-ce qu'on continue comme là en ce moment à régler le problème, on va dire sur la forme. Donc moi je pense qu'il faut plus régler sur le fond que sur la forme. Après, ça c'est valable pour tout ça, je pense. Oui. Ce n'est pas valable que pour Dieudonné. Mais pour revenir sur Dieudonné, moi je suis quand même contre le fait qu'on interdise quelqu'un de s'exprimer. Je n'aime pas Dieudonné, ça c'est mon point de vue personnel, je n'aime pas ce qu'il dit, mais je pense que l'interdire lui donne une importance beaucoup plus grande que si on le laissait causer.
Ce qui est désolant, c'est de voir que les pro-Dieudonné cassent tout. Visiblement, ce ne sont pas des doux. Ça montre un peu quel genre de public Dieudonné touche. Mais voilà, ça c'est mon avis. Je ne pense pas que ce soit bon qu'on dise à quelqu'un ferme ta gueule. Moi, je me demandais si, par exemple, il y a un dessinateur qui est chrétien et qui doit faire un dessin sur la pédophilie, les curés, il va le faire quand même ou il va demander à quelqu'un d'autre de le faire? Excellente question. Bon, ce serait bien qu'il le fasse parce qu'il sera le plus légitime. C'est toujours plus difficile pour un juif de caricaturer un arabe qu'un arabe lui-même, etc. Donc déjà, si c'est un chrétien, on regardera avec plus de bienveillance son dessin puisqu'il se moque de sa propre communauté. Donc c'est d'une certaine façon plus facile pour lui en termes de légitimité. Oui, je disais tout à l'heure que j'ai eu 35 dessins censurés sur la religion. Moi, je suis baptisée, j'ai grandi chez les sœurs, chez les nonnes, puis j'ai viré ma cutie. Mais c'est la religion chrétienne et la religion de ma famille, de mes grands-parents, de mes beaux-parents. Quand j'ai pas baptisé mon fils, ça a été un drame. Mais j'ai pas du tout peur d'attaquer la religion catholique, même dans un journal catho, sauf que des fois je me dis, je vais pas passer 5 heures sur un dessin qui va être censuré. Donc c'est vrai que des fois je me dis, je vais passer à un autre sujet. Mais c'est plus facile, je dirais, pour moi de dessiner contre la religion catholique que contre les musulmans. Parce que là, je ne sais pas vraiment à quoi je touche. Dans la religion catholique, je sais à quoi je touche. Et est-ce que ça vous arrive des fois de faire un dessin et en fait de vous rendre compte qu'il est peut-être un peu trop cru ou que vous le trouvez tabou et qu'au final vous ne le publiez pas? J'ai une série de dessins que j'appelle mes indessins. Voilà. Avec la position du missionnaire, des choses comme ça, sur une petite jeune fille qui s'est fait violer par son père et il s'avère que son père c'était un curé. Alors je l'ai mise sur la croix et elle dit papa, pourquoi ne m'as-tu pas abandonné? Oh, c'est super. Oh là, c'est super. Il est sur mes indessins. Et il n'a pas été. Oui, il n'a pas été. Je n'ai même pas osé l'envoyer. Ah. Non, je savais que ça passait. Et quand tu passes à la télévision, tu peux le montrer à ce moment-là, non? Je passe plus à la télévision. Ah, tu passes plus Non. Je suis passée. Non, parce qu'à la télévision, on me demande beaucoup de parler. Or, je me retrouve souvent avec des gens très très loquaces, très très calés en politique, surtout en politique belge. Moi, j'étais sur RTL TVI, l'équivalent de mise au point à la RTBF. Et je me retrouvais avec vraiment des analystes politiques. Et moi, j'avais quelques trucs à dire. Oui, moi j'ai fait un petit dessin qui disait que... Et je me trouvais pas à ma place. Donc, moi je leur ai proposé, parce que je fais aussi des sculptures des hommes politiques, je leur ai proposé d'en faire un par semaine et que ce soit ma participation, si pas un dessin. Mais c'était trop compliqué pour eux techniquement de faire ça. Alors je les ai laissés tomber. C'est vrai que parfois on n'a pas de recul par rapport à nos propres dessins. Et des fois on se rend compte, ça c'est à la rigueur c'est le moins grave, après avoir fini le dessin on peut se dire oh là là c'est trop fort, je ne vais pas l'envoyer. Mais le problème c'est si on ne se rend pas compte et qu'on l'envoie et que le dessin est incompris. Ça c'est ma hantise, c'est qu'un dessin soit compris à l'envers, de travers, parce que j'ai pas été clair. Et après on va vous dire que ce dessin est raciste ou antisémite alors que c'est pas du tout ça. Alors, si on s'en rend compte tôt, c'est moins grave. Oui, bonjour. Nous, profs, on utilise maintenant régulièrement vos caricatures dans le cadre de nos cours. Voilà.
Donc nous, en fait, on voit en elle une dimension pédagogique importante. J'aurais voulu savoir si vous, quand vous les dessinez, quand vous les faites, il y a cette dimension quelque part pédagogique, au-delà de l'humour. Moi, personnellement, je le découvre un petit peu comme on disait que M. Jourdain dans la pièce de Molière, de Bourgeois Gentilhomme, il faisait de la prose et des vers sans le savoir. En fait, je me suis vite rendu compte, quand j'ai commencé à travailler, qu'en fait, il y avait un atout pédagogique inconscient dans le travail du dessinateur. Et quand on fait je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous montrer comme dessin, mais en fait, on peut dire beaucoup de choses sur, par exemple, quand par exemple je fais François Hollande en BD, et ben je me suis rendu compte que finalement c'est assez sympa de voir, tiens regarde par exemple, quand on le fait comme ça, c'est une sorte de pédagogie. Alors du coup on le fait en Tintin, en Superman, en Titeuf, le Zizou. Et c'est marrant parce que je l'ai fait avant le problème. Je l'ai fait il y a 2 ans, il y a fait 1 an et demi ce dessin. Le Zizi pour tous, c'est marrant parce que, vous voyez, avec le temps, le dessin il dit autre chose. En Bécassine, en fait, c'est une manière de faire de la pédagogie en utilisant l'amour de la BD. En Captain America, en Snoopy, en Gaston Lagaffe, en Schtroumpf. Et puis alors l'autre, il est encore plus Schtroumpf que Schtroumpf. Voilà. Et puis en Spirou, voilà, l'ascenseur social. Et puis finalement, ce petit bonhomme de Sampé qui est un petit peu, vous savez, en noir et blanc, avec la petite 2 chevaux, avec les années 50. Moi, je trouve qu'on a un président qui ressemble à un petit personnage des années 50. Du coup, c'est une sorte de pédagogie qui n'ose pas dire les choses, mais qui dit mais pourquoi il ressemble à quelqu'un des années 50 ? Alors après à vous, aux profs, aux chercheurs, de savoir pourquoi le langage dit normal du président fait qu'au bout du compte, on se dit tiens, pourquoi il a un langage des années 50 ? Voilà. Et après c'est votre travail de... Nous, on est des intuitifs, on traduit à notre manière, et puis après, vous avec les élèves et les profs, les chercheurs, vous allez beaucoup plus loin. Bah, nous, avec les... Oui, il est vintage, en fait. Oui. François Hollande. Moi, c'est vrai j'utilise souvent vos dessins dans le développement inégal. Et chaque fois que j'ai fini la séance avec mes élèves, je me dis toujours, mais est-ce que lui, il a vu autant de choses que moi j'ai fait voir à mes élèves, ou l'inverse? Certainement pas. Je reçois souvent des copies d'élèves et c'est passionnant parce que ils voient des choses et dans un premier temps je dis pourquoi ils ont vu ça, et après je relis, je dis ah mais oui ils ont raison, il y avait bien ça et je ne le savais pas. Et j'en profite pour vous demander parce que je n'ai pas su leur répondre. N'hésitez pas à aller sur le site de Cartoon for Peace parce que tous les thèmes, et d'ailleurs avec Claire on est en train d'essayer d'améliorer le site, on va voir tous les thèmes qui sont traités, le nord-sud, les énergies, tout ça, ça va être encore plus magnifiquement présenté. Donc c'est fait justement comme un atout pédagogique. D'ailleurs, nous avons les PDF à l'intérieur. Et j'en profite pour vous demander, parce qu'ils me demandent toujours, et je ne sais pas, à partir que vous y avez déjà répondu, mais la souris, c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre? C'est vous. C'est vous. Parce qu'au début, je l'avais fait parce qu'il y avait un problème avec une rédactrice en chef qui avait viré des dessinateurs. Donc j'ai casé des petites souris pour l'énerver. Et puis finalement, les lecteurs m'ont dit « Ah mais la petite souris, c'est moi, c'est moi, c'est moi. » Oh, je dis « Mais c'est parfait. » Voilà. C'est une jolie petite histoire. Mais moi, je peux peut-être répondre aussi en partie à votre question, dans la mesure où vous parliez de est-ce qu'on est conscient de ce qu'on fait passer ou non. Il y a eu une enquête du journal Le Soir en Belgique, qui est le journal concurrent du mien, et ils ont pris 40 femmes francophones et néerlandophones confondues, et c'était les 40 femmes les plus influentes en Belgique, et j'étais le numéro 38. Pour dire tout de même que ce qu'on dit via des dessins fait un peu tourner la machine.
Et Jeune Afrique a fait un numéro. Oui, moi j'étais dans sur- les 100 africains. Et je crois Voilà, qu'il y avait 3 exactement. dessinateurs africains dans les Exactement. 100. Je sais pas quel était là, c'est pas puissant, c'est les plus influents. Non, je crois que c'était par rapport à l'avenir, ceux qui feront, ceux qui influenceront Il y l'Afrique. avait combien de femmes? Faudrait compter, je sais pas. Oh, il y en Parmi avait- les dessinateurs, il y avait que pas des hommes. beaucoup, il y en avait. Je crois que c'était, il y avait le Sud-Africain Zapiro comme dessinateur, l'Algérien Dilem et moi. Oui. Ah oui, j'ai fait le roulement de tambour après. À propos des femmes, ce matin, on a passé j'avais fait un PowerPoint pour les collègues et on a apprécié votre dessin qui disait il y a peu de femmes dans les médias, et puis il y avait un monsieur devant sa télévision qui tirait une langue comme ça qui disait ça dépend à quelle heure. Et donc on a bien aimé ce petit clin d'œil. Et on disait on avait un dessin de Boligan mais qu'on n'a pas compris. Alors vous me demandiez tout à l'heure par rapport à Cartooning for Peace, ce qu'on aimerait, si c'était possible, c'était de mettre les dates et de les contextualiser, les dessins. Bon, c'est vrai que c'est un gros travail. Et donc, on a vu un dessin de Boligan où on voyait un monsieur qui était au bord d'une tombe, mais vivant, avec une corde autour du cou et une grosse pierre. Donc, visiblement, il allait tomber dans le trou. Et donc, il y avait des gens qui étaient à son enterrement. Et on s'est demandé est-ce que c'était pour l'euthanasie, enfin, une réflexion autour de l'euthanasie, ou c'était un sujet spécifique à son pays. Je le refais. Une tombe, un trou. Non. Et c'était pour l'euthanasie ou... Il se rappelle du dessin? Oui. Sí, yo siempre comento que las caricaturas no se deben explicar, son como la poesía, es interpretación. Il tient à ce que les caricatures ne doivent pas être expliquées. Pero sí es necesario tener el contexto para entender muchas veces la caricatura. Il dit effectivement il est nécessaire d'avoir le contexte pour comprendre la caricature. Et le thème. El tema sí es eutanasia. Et c'était ça, le thème de l'euthanasie, ce dessin. Sí. En México en cierto momento fue un tema vigente en la prensa y esta es una especie de opinión donde prácticamente hay una despedida entre los familiares de esa persona que decidió irse. C'est ça, c'était le thème qui était un thème assez récurrent traité au Mexique, et effectivement sur le fait de ce monsieur qui disait adieu. Usando el estereotipo este de la piedra en el cuello y que avec se muere. Voilà, avec le cliché, enfin les clichés stéréotypes de la corde et de la pierre, il va jeter, c'était ça. J'en profite pour dire que je le dis pour les jeunes, parce que vous étudiez beaucoup de peintres du 20e, du 19e, du 18e. Il se trouve que Boligan, vous voyez les tableaux de Goya de l'époque de l'invasion des troupes françaises en Espagne, par exemple, les gravures, les peintures. Il se trouve que vous avez devant vous le Goya vivant. Alors donc, quand vous irez voir vos parents après, j'ai vu un Goya vivant. Tellement c'est incroyable ce qu'il arrive à faire en dessin, et vous pouvez être fier de l'avoir vu sur la scène du Creusot. On vous a fait venir un type qu'on va étudier pour les 300 ans qui viennent, je vous le dis, parce que... Et les interprétations, c'est intéressant, parce que même Goya, vous savez, il y a un tableau très célèbre où on voit le roi, et puis il y a une farandole, et donc Goya était aussi le peintre du roi, et on ne savait pas si Goya se moquait de la famille royale ou pas. Et on n'a pas vraiment la réponse, mais c'est pas grave. Nous, 200 ans après, on étudie les gravures de Goya comme on étudiera les magnifiques dessins de Boligan dans 300 ans. Des fois, les peintres se mettent dans leur tableau. Est-ce que les dessinateurs se mettent dans leurs dessins? Oui, moi, oui. Oui, parfois, je me fais parler, oui. Ouais, oui. Mais j'adore aussi faire parler mon chat. Parfois, j'ai pas vraiment une idée, ou c'est une idée qui, par exemple, j'ai fait dernièrement, c'était... Ben oui, en Belgique, on voulait foutre dehors, comme en France, beaucoup de Romanichel ou d'Afghans, ou tout ça. Et je voulais dire
qu'il fallait peut-être protéger son territoire, mais je voulais le dire en rigolant. Et donc j'ai fait mon chat coucher et qui dit il faut juste faire comme moi, il est près de ses croquettes. Et le deuxième dessin, on voit qu'il a fait pipi autour de toutes ses croquettes et autour de lui. Donc le chat me permettait de dire ça. Alors je fais souvent la politique vue par mon chat. Mais je vais vous faire rire. Mon chat est une chatte. Mais je ne pourrai jamais dire la politique vue par ma chatte. Oui, bonjour. Vous avez utilisé des termes différents. Vous, madame, vous avez parlé de vous en disant que vous étiez une cartooniste. Votre collègue qui vient du Mexique, lui, a parlé de caricaturiste. Vous vous définissez comme des journalistes dessinateurs, ou comme des caricaturistes, et quelle nuance vous faites par rapport à tous les mots que vous avez utilisés pour parler de votre travail? Moi, je peux dire d'emblée, j'aime beaucoup le mot cartooniste, parce que dessinatrice de presse met un sexe dessus. Cartooniste, ça va pour les hommes et ça va pour les femmes. Donc j'aime bien qu'on parle de cartooniste. On ne doit déjà pas mettre 2 mots. Un suffit. Et je ne me sens pas caricaturiste parce que je ne suis pas bonne caricaturiste. Pour moi, c'est comme du Morchouane. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ou comme quand Plantu fait Hollande, c'est de la caricature. Moi, j'en fais un peu plus à la Plantu qu'à la Morchouane. Mais voilà, caricaturiste, pour moi, c'est ça. Cartooniste, c'est raconter une petite histoire en quelques mots. Et surtout le fait que cartooniste va pour les hommes comme pour les femmes. Voilà, si j'ai répondu à votre question. Elle a dit, au Portugal, on dit cartooniste, alors c'est cartooniste. On n'a pas même le terme de dessinateur de presse. Ah ouais? Non. Si je traduis, desenhador de imprensa, ça sonne très, très étrange. Oui, c'est ça. Mais caricaturiste, on dit aussi, mais c'est plutôt pour les gens qui font des dessins qui sont que des caricatures. Alors quand il y a un mélange de caricatures comme Plantu, comme moi, avec le pape, eh bien c'est cartooniste. Et du point de vue de votre statut, est-ce que vous avez le statut de journaliste? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'une anecdote et vous avez dit que vous aviez envoyé un courrier à l'association des journalistes qui ne vous avait pas répondu. Est-ce que vous avez le statut de journaliste? J'ai pris le statut de journaliste pendant 8 ans. Et puis j'ai arrêté. Je voulais le statut de journaliste simplement pour moi. Pour me dire, ben oui, ça me faisait du bien, oui, simplement. Mais je me suis rendu compte que ça m'empêchait, entre autres, de faire de la publicité, donc de gagner ma vie par ailleurs. Or, le dessin de presse, je ne sais pas vous, mais chez moi, ça rapporte pas gros. Ça rapporte, ça me permet de vivre, parce que c'est un dessin tous les jours. Mais on n'est pas très bien payé. Donc quand je peux faire de la pub, je fais de la pub et j'ai pas l'association des journalistes qui me tombe sur le dos au niveau déontologique. Je ne pourrais pas être journaliste et faire de la pub. Une carte de presse. Voilà, depuis 1973. Et au début, il y avait marqué reporter dessinateur. Et maintenant, il y a marqué dessinateur. Voilà. Et c'est marrant parce que ça m'arrive souvent de dire que nous sommes des caricaturistes dans un monde de médias qui fait de plus en plus de la caricature,
alors que nous sommes des caricaturistes qui se prennent pour des journalistes. Et c'est drôle parce que, en fait, il y a un croisement des énergies comme ça qui est un petit peu curieux. Mais je pense que en France, c'est différent. Je me trompe peut-être. Hein, tu vas peut-être. Que les médias sont plus caricaturistes. Non, je pense que toi, tu es salarié par Le Monde. Moi, je suis indépendante. Donc. T'es pigiste. Je suis pigiste. Voilà. Depuis combien de temps 1990. 90. Pigiste, c'est quelqu'un qui est payé au dessin. À la tâche. Et donc on appelle ça une pige. Vous faites un dessin, on vous paye un dessin. Donc vous faites 2 dessins, on vous paye 2 dessins. Ça fait 13 ans Plus, hein, 23 ans. Parce que moi, 23 ans que je suis indépendante et que je paye mes cotisations et tout ça. Et avant ça, j'étais indépendante, mais je faisais des livres pour enfants depuis 1980. Moi, j'ai été pigiste pendant 13 ans et au journal Le Monde, avant d'être régularisé. Mais 13 ans, pigiste, ça veut dire qu'il y a des mois où j'étais payé, et puis quand on ne prenait pas mes dessins, j'avais 0. Ça pouvait durer 3 mois avec 0, et ça a duré pendant 13 ans, ce qui est un petit peu long. Bueno, yo me considero cartoonista, caricaturista, me defino. Se considère aussi comme cartooniste et caricature. Más, depende de la formación de cada dibujante. Por ejemplo, en México muchos caricaturistas se consideran periodistas. Et que ça dépend de la formation de chacun. Et qu'au Mexique, beaucoup de caricaturistes se considèrent comme journalistes, comme ayant une formation de journaliste. Mi formación fue plástica, yo estudié artes plásticas, artísticas. Il a étudié les arts plastiques, il a une formation d'artiste. Y trabajo para un diario, trabajo para el diario El Universal en México. Travaille pour un journal, El Universal, au Mexique. Por lo tanto, soy un dibujante de humor en función del periodismo. Pero si mañana yo no trabajara en un periódico, siguiera haciendo caricaturas, quizás las expongo en galerías y no sería periodista. Entonces, algo definitivo sería un dibujante de humor. Et alors, effectivement, là, il travaille donc pour un journal. Si demain il devait arrêter de travailler pour un journal, il continuerait à faire ses dessins et qu'il pourrait présenter dans des galeries, continuer à faire des dessins en tant qu'artiste plasticien. Je laisse les organisateurs décider du moment où on va arrêter. Hein. Je sais pas. Je crois qu'on avait dit 2 heures, on n'est pas très loin. Je ne sais pas si vous vous ennuyez, ça dépend moi, si je vous peux avez... dire encore une petite chose, si tu veux bien. Pas pour interrompre, c'est pour dire que nous, on est disponible. Quand vous voulez nous couper, on est habitué à être censuré. C'est pour répondre à la dame, parce que c'est vrai que je dis que je suis cartooniste, mais on fait une différence entre cartooniste et éditorialiste. Donc là, ça me rapproche, moi, de la journaliste, puisque je fais un cartoon sur la politique du jour. Donc au même titre que l'éditorial qui est écrit et qui est à côté de mon dessin, je ne fais pas sur le même thème, mais je suis considérée comme cartooniste, éditorialiste. Or, d'autres gens dessinent dans le journal et sont des illustrateurs, parce qu'ils illustrent des textes. Donc on leur donne des textes et ils les illustrent. Et c'est là qu'est la différence. Moi, j'ai une analyse politique comme un éditorialiste. Bon ou mauvais, mais voilà, j'ai ce rôle-là. Tout à l'heure, vous avez évoqué Goya, qui est peut-être l'un des premiers grands peintres et qui a été chroniqueur aussi de son temps. Justement, et vous parliez de Boligan aussi, mais plus largement, en fait, je m'adresse, qu'est-ce qui fait que vous êtes passé vous étiez d'abord dessinateur et dessinatrice, et vous avez eu envie de devenir caricaturiste ou du moins dessinateur de presse? Parce que c'est pas du tout pas tout à fait la même démarche, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a motivé? Et il a un copain qui est cubain, qui s'appelle Ares, et je vous le dis parce que c'est très intéressant. Il est à la fois dessinateur de presse à Cuba, à La Havane, et il est aussi psychiatre ou psychanalyste. Je me souviens plus un des 2 termes. Je crois qu'il est psychanalyste. Et c'est pas étonnant quand on voit les dessins de ce dessinateur cubain, parce qu'il y a beaucoup de choses à traduire à l'intérieur de... Ouais. Alors, attends, répète. Non, il m'a dit, à propos de Ares, il m'a dit que maintenant il est arrêté de dessiner, il est en train de peindre.
Ah là là. Oui, il est devenu, c'est le chemin à l'envers. C'est drôle. Mais Sí, siempre he hecho lo mismo. Desde muy pequeño, de los 14 años, comencé a hacer caricaturas, dibujos. Il a toujours fait la même chose. Il a commencé à 14 ans. Dès 14 ans, il a commencé à faire des dessins et des caricatures. La caricatura es una de las ramas de las artes plásticas, Il dit que c'est une des branches, la caricature pour lui est une des branches des arts plastiques. como es la fotografía, escultura, cerámica, grabado. Comme la photo, la sculpture, la óleo. gravure. Ya. Y estudié artes plásticas. En las artes plásticas di dibujo académico, escultura, todo. Pero siempre estuve haciendo caricaturas. Il a étudié les arts plastiques, mais toujours en continuant à faire des caricatures. Las demás ramas las hice en el estudio, en la escuela. Il a étudié les arts classiques et Ya pendant cuando- ses études. y comencé a publicar mis dibujos. Siempre fueron dibujos de opinión, dibujos de humor. Mais quand il a commencé à publier, ça a toujours été des dessins d'humour, des dessins d'opinion. Mi reflexión va cuando llego a México y la mayoría de los caricaturistas se consideran periodistas. Y entonces donde yo digo, bueno, soy periodista coyuntural porque estoy en este momento en la prensa. Pero el debate con los dibujantes mexicanos son, ¿y si no estuvieras en la prensa, qué fueras? Un artista, un dibujante. Donc il se considère avant tout comme un artiste, dessinateur, un artiste plasticien qui, là de façon conjoncturelle, parce qu'il dessine pour un journal, est en position de journaliste, mais il est artiste plasticien et il restera artiste plasticien avant tout. Sí, la caricatura no es un arte menor. C'est pas un art artes mineur, plásticas, es des arts arte plastiques. gráfico. C'est On un va art vous graphique. montrer les dessins de Boligane pour que vous ayez vraiment conscience du niveau artistique de son travail. Se publica en la prensa o no, somos dibujantes de humor. Que ce soit publié ou non dans la presse, il reste des dessinateurs, des artistes. Autre question? Oui? Les parcours sont très différents, mais en général, il y a une espèce de sensibilité personnelle qui vient très tôt. On n'est pas tous des grands artistes, on ne dessine pas tous très très bien, on n'a pas tous, et même rarement peut-être étudié dans des écoles d'art, mais je pense qu'on a tous aimé dessiner dès qu'on était petit. C'était souvent des personnes un peu limite autistes, qui ne parlaient pas beaucoup, donc qui s'exprimaient de cette façon-là. Vous avez tous eu dans vos lycées des gens qui dessinaient les caricatures des professeurs, donc ça commence souvent comme ça. Après, il y a des parcours très différents. Il y en a qui étudient ça, il y en a qui décident de faire de la psychanalyse, de l'architecture et qui se retrouvent un peu par la force des choses. Moi, je n'avais pas l'ambition de devenir dessinateur professionnel. Je suis parti en Afrique pour être professeur d'allemand. Puis je suis tombé dans un contexte politique où la liberté de la presse était en train de naître. Puis ça m'a amusé. Et puis voilà. Après, ça dépend du parcours de chacun. Moi, si ça peut vous intéresser, mon petit parcours de vie, c'est que j'ai fait des études supérieures en arts plastiques, mais que j'ai fait ce qu'on appelle ça, mon travail de fin d'études, qui s'appelait Caricature et Société. Et ça, c'était en 1976, c'est comme ça que vous dites. Et, mais il n'y avait aucun, à part Claire Bretéché, mais qui ne faisait pas du dessin politique, qui faisait du dessin plutôt social, je n'avais aucun référent féminin à cette époque-là. Et donc, je pensais que c'était quelque chose qui n'était pas fait pour moi, qui était fait pour les mecs. Et il m'a fallu des années. Et en fait, c'est à la chute du mur de Berlin, où là, j'ai fait plein de dessins. Et quelqu'un m'a dit, mais va le montrer. C'était au Vif l'Express. Le Vif l'Express, qui est donc l'équivalent de Vote Express. Ils ont fusionné. Le Vif fait le côté belge et à l'Express pour le côté international. Et ça, c'est la Belgique francophone. Hein. Elle est tellement petite qu'elle doit s'allier à d'autres choses pour pouvoir vivre. Et donc, j'ai commencé au Vif l'Express à faire du dessin politique. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Mais je me suis bien dit, en démarrant ce travail-là, que j'avais envie d'ouvrir la voie aux femmes. Cette voie-là, qu'elle n'était pas que masculine. C'est donc son dessin que vous voyez ici. Ça n'a pas été facile au début.
Mais maintenant, oui, ça va. Moi, j'ai jamais pensé à ça, être une femme ou non. Je dessinais, mais c'est vraiment plus jeune que toi. Un dessin de Christina. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Bon, mais mon parcours, c'était aussi, j'ai aussi étudié dans l'école supérieure de Beaux-Arts, mais je suis entrée. Avant, tout ce que je voulais faire, c'était la bande dessinée. En fait, c'était pas le dessin de presse, c'était la bande dessinée. Mais au Portugal, c'était pas facile de faire ça. Et pour étudier, il n'y avait rien. Maintenant, il y a beaucoup d'études, de caricatures, de illustrations, de bandes dessinées. Mais à l'époque, c'était seulement les beaux-arts. Et j'ai fait les beaux-arts, mais je détestais, au contraire de Boligan, je détestais vraiment la peinture. Je voulais que dessiner. Et c'était aussi, et ça c'est ce que je pense que c'est intéressant, c'était en période, parce que c'était la révolution au Portugal, j'étais très jeune, mais je dessinais beaucoup dans cette ambiance euphorique de faire des critiques et de dessiner. J'avais 15 ans et je faisais des dessins, des caricatures et des satires et tout ça. Et après, quand je suis sortie de l'université, je cherchais un travail. Et comme je dessinais beaucoup, on m'a proposé de faire pour un petit journal. Et j'ai commencé comme ça à faire des dessins pour un journal du syndicat des professeurs, en fait. Et après ça, bon, j'ai toujours travaillé pour la presse, en fait. Bon. Mais c'était... Et pas encore. Non. Il y a des illustratrices, il y a beaucoup de femmes qui font des dessins pour les enfants, mais aussi pour la presse, mais illustration. Mais comme dessin de presse, il n'y a que moi. C'est vrai, oui. En France, il n'y a pas de femmes? Si, il y en a. Il y a Charlie Hebdo, il y a des femmes? Il y en a, oui. Il y a une fille qui s'appelle Catherine, il y en a une qui s'appelle Coco. Charlie Hebdo, qui sont excellentes toutes les deux. En cartooning. Alors justement, 90% des dessinateurs en France sont des hommes. Et à Cartooning for Peace, on essaye de remonter le niveau. Et donc, il y a plus de 35% de dessinatrices à Cartooning for Peace. Et on a des dessinatrices qui viennent d'un peu partout. D'ailleurs, on fait venir une dessinatrice danoise dans pas longtemps sur une exposition qui aura lieu à Montpellier consacrée aux femmes. Mais c'est vrai, mais même par exemple aux États-Unis, c'est un pays avec des centaines de dessinateurs de presse, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus. Oui, il y en a. Il y en a, mais pas beaucoup, pas assez. Oui. Pas assez. Anne Telness, qui travaille à Washington, elle est américaine. Liza Donnelly. Et Anne Telness, elle me dit, si j'étais pas mariée, je ferais en ce moment le trottoir. Elle m'a dit ça. Le nettoyer. On peut dire ça. Je me permets juste d'intervenir pour vous dire qu'il est 16h20, donc à moins, voilà, on avait prévu jusqu'à 16h30 pour après les libérer, qu'ils puissent se reposer, se détendre et tout ça. Mais voilà, si vous avez encore quelques questions, on s'accorde encore 5-10 minutes maximum et après... En tout cas, moi, je voulais remercier l'ARC de nous avoir permis cette rencontre. Je pense que tous les collègues de l'Académie et les élèves sont très, très heureux d'avoir pu vous poser ces questions, de vous avoir rencontré. Et donc, je pense qu'on vous a informé que vous étiez filmé, que ça fera l'objet d'un petit film sur le site du Clémy, et vos questions aussi. Donc s'il y a des droits à l'image, si vraiment certains veulent être floutés, vous nous... Oui, Maxime, on réglera ça ensemble après, d'accord? Une bonne note encore. Hein? Non, mais il y a peut-être une dernière question. Alors, je ne voulais pas vous censurer. Non, mais c'est parce que les élèves, il faut peut-être qu'ils remontent. Voilà, c'est juste pour... Et... Alors, une dernière question.
Oui, bonjour. Une question pour Plantu notamment. Je voulais savoir qu'en était-il de votre dessin pour le journal Le Monde de demain? Ah, alors depuis que je m'occupe de Cartooning for Peace, on a négocié avec le journal. Je fais 4 dessins par semaine et j'ai 2 journées de repos. Et c'est le vendredi et le samedi. Mais en fait, quand on est habitué à faire des dessins tous les jours, en fait, on pense toujours en dessin. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien faire ça. Et je dis, ah ben non, en fait, on est vendredi, je ne fais pas de dessin. Voilà. Non, ben on pense en dessin, c'est une déformation professionnelle. Merci en tout cas pour vos questions. Merci effectivement à l'ARC de nous donner vraiment l'occasion de faire une sorte de fête graphique du dessin de presse. Et puis surtout, si vous avez besoin encore d'autres questions, il y a Claire qui est ici présente, qui peut rassembler toutes les questions. Si vous écrivez à claire.cartooningforpeace.org, elle se fera un plaisir de dispatcher toutes vos questions auprès des dessinateurs pour que vous ayez toutes les réponses, parce qu'il n'y a pas de tabou ici avec les dessinateurs de presse. On va jusqu'au bout de vos questions et de nos réponses. Merci encore. Et allez voir... Et allez voir l'exposition. Je crois qu'elle n'est pas encore ouverte, mais dès que ça sera ouvert, allez voir l'exposition. Oui. Je voudrais juste dire à tous les jeunes qui sont là que je n'aurais jamais cru de ma vie que je ferais ce type de travail-là, que je n'étais pas capable de le faire, que je crois que ce que vous devez faire, c'est vous accrocher. Et je crois que c'est les gens qui s'accrochent et qui aiment ce qu'ils font et surtout qui s'accrochent, qui n'arrêtent pas, qui continuent, ils y arrivent.